Des drapeaux majestueux, réalisés dans des couleurs nobles, ouvrent le rideau de l'histoire, ils ferment le château de pierre dans lequel notre histoire va commencer. Le personnage principal apparaît dans une robe aux couleurs nobles, elle a la peau blanche comme neige et les cheveux cendrés, et elle tient élégamment un bol en porcelaine. La princesse ouvre soudain les yeux et regarde ses servantes d'un air menaçant, les faisant ainsi tressaillir de peur. La vue des servantes effrayées par le personnage principal l'amuse et elle rit bruyamment. L'une des servantes ne supporte pas la situation tendue et laisse tomber une tasse coûteuse par terre. Le personnage principal s'approche de la servante et lève la tête avec un éventail, remarquant que la jeune fille n'a commencé que récemment à travailler au château. La princesse sourit affectueusement à la servante, comme pour la calmer et lui pardonner la tasse cassée. Cependant, l'instant d'après, le visage de la nouvelle servante se retrouve sur les fragments de la coupe, c'est le personnage principal qui l'a brutalement frappé au sol. La servante relève la tête, se réveillant du coup, son visage est tout couvert de coupures, il y a maintenant beaucoup de sang sur le sol, la jeune fille est en larmes. Jetant l'éventail, le personnage principal quitte la servante en disant qu'elle a une belle apparence, mais que cela ne correspond pas à son développement mental. Elle se tourne à nouveau vers la jeune fille et s'adresse à elle en l'appelant Esha. Esha se couvre la bouche avec sa main avec horreur et elle réalise maintenant que sa maîtresse connaît son nom. Le personnage principal sourit et dit qu'elle déteste quand les insectes perturbent sa paix pendant le thé de l'après-midi. La servante ne peut émettre aucun son, les mots restent coincés dans sa gorge, la seule chose qu'elle entend, ce sont les battements frénétiques de son cœur. L'héroïne montre sa nature, crie-t-elle à la servante impuissante, lui reprochant que le thé n'était pas à la même température que ses lèvres. La méchante entre spécifiquement à l'endroit où se trouve la main de la servante, la transperce, et le sang commence à en couler sans arrêt. Un cri de douleur s'échappe involontairement de la bouche d'Esha, des larmes apparaissent instantanément dans ses yeux. Pendant que le personnage principal crie des injures dans toute la zone, la servante Amelia tremble de colère. À un moment donné, Amelia pousse sa princesse et sa magnifique couronne de pierres émeraudes commence à tomber. La servante crie après la jeune fille et souhaite sa mort pour la façon dont elle traite les innocents employés du palais. Le personnage principal tombe au sol et se cogne la tête. Le claquement d'un livre fermé interrompt l'histoire qui nous a été racontée plus tôt. L'action se déroule dans un studio de danse, où les danseurs discutent pour savoir qui jouera le rôle du méchant pour la danse finale. Une fille avec une belle apparence, des cheveux cendrés flottants et une silhouette élancée, devient bénévole. Le directeur de la danse interroge la jeune fille sur sa décision, car auparavant elle était censée jouer le principal rôle positif. Ella ne va pas refuser une si merveilleuse opportunité de se tester. Le chorégraphe accepte la décision de la jeune fille de se lancer un défi et lui souhaite bonne chance. L'héroïne réfléchit à son passé, lorsqu'elle faisait uniquement ce que son père voulait et à ce qu'elle a accompli aujourd'hui, alors qu'elle essaie de devenir actrice professionnelle. Les danseurs quittent la salle d'entraînement, mais Ella décide de rester pour s'entraîner encore. La jeune fille est laissée seule, elle répète le rôle du tyran, essayant d'exprimer de la manière la plus crédible possible les émotions et les intonations du héros. Sortant de son personnage, Ella soupire de déception en se frottant l'arrière de la tête. Alors que l'héroïne se demande ce dont elle a besoin pour devenir une méchante, une silhouette sombre apparaît derrière elle. Avant de terminer la dernière ligne du scénario, Ella est poussée par une mystérieuse silhouette. La jeune fille tombe rapidement de la chaise sur laquelle elle répétait et ne se rend compte qu'au dernier moment qu'il ne s'agit pas d'un accident. Ella ouvre brusquement les yeux, à l'intérieur desquels c'est comme si l'on pouvait voir des échos d'espace lointain et des étoiles scintillantes. Se retournant, elle crie avec colère et demande qui l'a poussée et a failli la tuer. Au lieu d'un studio de danse et d'un mystérieux délinquant, elle se retrouve dans un magnifique jardin, ne voyant que quelques servantes devant elle. Les sourcils d'Ella se lèvent, ses yeux s'écarquillent et sa bouche s'ouvre légèrement, confuse quant à la façon dont elle s'est retrouvée dans cet endroit. Esha court vers la princesse et l'attrape par le bas de sa robe, lui disant que tout ce qui s'est passé est de sa faute et lui demande d'être punie. Amelia l'arrête et admet que c'est elle qui a poussé la maîtresse, la jeune fille est prête à être exécutée pour son délit. La princesse, représentée par Ella, arrête les aveux des servantes avec un cri. Ella essaie de comprendre ce qui se passe ici, voyant comment la servante couvre Esha d'elle-même, essayant de la protéger. L'actrice commence à comprendre quelque chose et regarde autour d'elle, étudiant les environs et les environs. La princesse pointe du doigt les servantes et répète leur nom d'un air interrogateur. Ensuite, la jeune fille se montre du doigt et précise aux serviteurs qu'elle est une princesse et qu'elle est maintenant à Adalanta. Ella commence à se souvenir de l'intrigue du livre, qu'elle était censée utiliser pour chorégraphier la danse. La jeune fille se souvient que la famille royale est décédée des suites d'une intoxication alimentaire gâchée par les serviteurs. Ella se rend enfin compte qu'elle a été transportée dans le futur, elle est très effrayée à l'idée de se retrouver dans un vieux conte de fées sanglants.
Les jambes de l'actrice ne résistent plus à la tension et elle s'effondre au sol. Ella se couvre les yeux avec sa main, réalisant que c'est le début de son enfer. L'héroïne pense à l'intrigue de l'histoire dans laquelle elle se trouve, que la vérité sur la mort du royaume d'Adalante est recouverte de ténèbres et que personne ne connaît la vérité. La jeune fille se détourne des domestiques, rapproche ses jambes d'elle et se demande si elle ne devrait pas retomber pour retourner dans son monde. Quelqu'un appelle son Altesse, mais sa voix est si forte que même le chat sursaute de peur. La source du cri s'avère être les gardes du palais venus sauver la princesse, ils croisent leurs épées près de la gorge des servantes. Le commandant de la garde royale, Pilyre, crie bruyamment contre les serviteurs, les menaçant de les tuer pour avoir tenté de tuer un membre de la famille royale. Ella a peur lorsqu'elle entend la menace du commandant et leur cri de ne pas tuer les servantes. Pilyre est surpris de la réaction de sa maîtresse et demande s'il ne devrait pas procéder à une exécution plus brutale en préparant les chevaux au cantonnement. L'héroïne se sent mal en pensant à la façon dont les chevaux vont déchirer les serviteurs en lambeaux. Toujours nauséeuse, Ella crie après les gardes royaux, leur ordonnant de s'arrêter. Le regard du commandant devient plus dur et méfiant en raison du comportement étrange de la princesse. La jeune fille comprend qu'elle se comporte complètement différemment du personnage principal et si tout le monde comprend qu'elle est une étrangère, cela pourrait lui coûter la vie. Ella la fait paraître plus indifférente et ordonne aux gardes d'enfermer les domestiques jusqu'à ce qu'elle invente des représailles plus douloureuses. Pilyre applaudit avec enthousiasme la princesse pour son sang-froid et l'horreur qu'elle s'est inculquée aux gens. La princesse part, ordonnant la détention des servantes, mais le commandant lui demande où elle va. Un regard sévère est dirigé vers l'homme, la princesse lui demande avec irritation si elle doit se présenter à une personne inférieure. Pilyre s'incline devant la princesse en disant qu'il a outrepassé son autorité. Son Altesse repart enfin la tête haute. Le commandant en chef lève la tête et un sourire ironique apparaît sur son visage. Ella se précipite dans tout le jardin, essayant de quitter rapidement les lieux. La jeune fille court vers une clairière et s'appuie contre un arbre, essayant de reprendre son souffle. Pour mieux respirer, l'héroïne enlève tous les bijoux et vêtements d'extérieur lourds. Ella s'allonge sur la couverture noire, la prenant pour une nappe de pique-nique, et profite enfin du silence. Et quelque chose tremble sous la tête de la jeune fille, mais l'héroïne pense que ce sont des pierres. L'actrice soupire et commence à réfléchir à haute voix au retour dans son monde, si cela est possible. Pleine de détermination, la princesse sursaute et s'exclame qu'elle doit survivre. Ella se souvient de la fin, dans laquelle les deux servantes meurent ce soir-là, et toute la famille royale et elle seront mortellement empoisonnées. En regardant le ciel, la jeune fille se rend compte qu'il lui reste encore une demi-journée avant la tombée de la nuit et que pendant ce temps, elle doit trouver le tueur pour survivre. La princesse se recouche, mais cette fois elle se heurte au genou de quelqu'un et un homme la domine. Ella voit devant elle un bel homme aux yeux émeraudes et aux cheveux cendrés. Une rougeur apparaît sur le visage de la jeune fille à cause de l'apparence attrayante de l'homme. Les personnages se regardent attentivement, l'un avec surprise, l'autre avec intérêt. L'étranger demande à la dame de se lever. Ella se lève immédiatement et s'excuse de l'avoir dérangée, ce à quoi l'homme demande pardon pour avoir perturbé son sommeil. La jeune fille dit que l'homme aux cheveux cendrés ne devrait pas s'inquiéter, mais à l'intérieur elle sent qu'il est sur le point de mourir à cause de l'intelligence de l'étranger. Finalement, la princesse se rend compte que l'homme était là depuis le début et qu'il a entendu tout ce qu'elle disait sur l'extermination de la famille royale. C'est comme si quelque chose frappait la tête de l'héroïne, et ses yeux s'écarquillent lorsque l'inconnu confirme ses craintes. L'homme aux cheveux cendrés distrait la jeune fille de ses pensées en se mettant à genoux devant elle. L'homme se présente comme Alan et dit qu'il veut servir la dame. L'homme mentionne également qu'il a une excellente connaissance de la cuisine locale. La jeune fille se fige aux paroles d'Alan et essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Les héros se retrouvent à l'intérieur du palais. Ella se couvre le visage avec sa main, pensant que la beauté est trompeuse. La princesse était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'a pas remarqué comment Alan s'est arrêté et s'est donc écrasé contre son dos. Se frottant le nez sous le coup violent, Ella s'excuse pour sa négligence. L'homme se tourne vers la princesse, souriant, dit que c'est un honneur pour lui de la toucher au moins pour une courte période. Aux paroles de l'homme, le visage de l'héroïne rougit à nouveau d'embarras. Alan conduit la jeune fille jusqu'à la porte menant à la cuisine. La porte s'ouvre brusquement et un corps s'en échappe, et dans l'embrasure elle-même se dresse une silhouette tenant une canne. La silhouette s'avère être celle d'un homme vêtu d'un costume de chef, le visage déformé par la colère. Le chef frappe le garçon avec sa canne pour ses faibles compétences culinaires et lui demande s'il est vraiment prêt à servir cela à sa famille royale. Ella réfléchit à voix basse aux paroles du chef et y cherche un sous-texte, car dans sa déclaration, il a comparé la nourriture des porcs et celle des autorités. La jeune fille se tourne vers Alan pour avoir son avis sur la situation, mais il n'est pas à sa place précédente.
L'héroïne se retourne dès qu'elle entend la voix d'un garçon qui tente de se défendre face aux attaques du cuisinier. L'homme n'est pas content d'être contredit et se jette donc sur l'enfant, avec l'intention de le battre avec sa canne. Le visage du garçon se tord de colère, mais il ne ferme pas ses yeux ambrés, faisant preuve de courage avant de frapper. Qui a récemment volé vers le garçon, s'envole des mains du cuisinier, et là couvre l'enfant avec son dos. Les yeux de l'homme s'écarquillent, le nom du personnage principal sort de sa bouche, mais il n'a pas le temps de le terminer. La fille attrape la main du garçon et lui dit de s'enfuir d'ici avec elle. Les yeux du jeune chef ne sont plus remplis de colère, ils reflètent la perte. En regardant le sauveur, l'image d'une jeune fille nommée Liliana surgit dans la mémoire de l'homme blond. D'après les souvenirs de la jeune fille, les jambes du garçon cèdent et il tombe. Sans se lever, le garçon lève la tête et maintenant il n'a plus qu'un mot en tête, petite sœur. Le cuisinier se tenait toujours à l'endroit même où les héros l'avaient laissé et essayait de savoir si la princesse Ella était la sauveuse du garçon. Quelqu'un apparaît derrière l'homme et lui demande s'il est surpris par le comportement de son Altesse. Surpris, le cuisinier se tourne brusquement vers la source de la voix. Le chef de cuisine tente de frapper l'intrus avec sa jambe de bois, mais il part le coup avec son épée. Le nom du chef est Papadi, il a servi dans le passé et est un ancien lieutenant général, et l'étranger s'avère être Alan. Alan demande au chef pourquoi il est en colère et si le vin qu'il a apporté la dernière fois est responsable de cette humeur. Après les paroles de l'homme aux cheveux cendrés, le goût de ce vin qu'il se ferait un plaisir d'oublier rapidement apparaît sur la langue du cuisinier. Le patron crie à Alan de ne plus lui rappeler ce liquide noir. L'homme, à son tour, dit qu'il a apparemment mélangé les bouteilles. Alan sourit à nouveau et dit que la boisson était à base d'herbes médicinales et qu'elle était bonne pour les blessures de l'ancien lieutenant général. Papadi commence à crier encore plus fort contre l'homme aux cheveux cendrés et dit qu'il veut du vin ordinaire. Avec un petit rire, le cuisinier se détourne d'Alan et demande pourquoi il est ici, l'avertissant également qu'il ne donnera plus de pommes en cristal en offrande. Le cuisinier a caché les pommes en toute sécurité dans le coffre-fort afin que personne d'autre que lui ne puisse les utiliser. Le souvenir du goût des pommes fait saliver Papadi et il rit malicieusement. Alan sourit à la réaction du cuisinier et dit qu'il n'est pas venu pour les pommes, mais parce qu'il avait quelque chose de plus attrayant. Les hommes tournent la tête dans la direction où la princesse s'est récemment enfuie. Papadi éclate de sourire, et son regard devient plus rusé, il demande si le gars a vu ce qui vient de se passer. Le chef dit pensivement que la princesse se comporte de manière inhabituelle aujourd'hui, et l'homme aux cheveux cendrés lui dit que c'est à cause de lui qu'elle s'est perdue. Au mot d'Alan, l'homme se tourne brusquement vers lui, le gars, à son tour, sourit innocemment. Papadi s'exclame avec enthousiasme qu'Alan rencontre son Altesse, et l'homme aux cheveux cendrés lui demande de se taire. Un sourire narquois apparaît sur le visage du gars, il dit que les choses les plus intéressantes sont encore à venir. Pendant ce temps, Ella s'assoit à côté de l'enfant qui pleure, ne sachant pas quoi faire. La fille ne comprend pas comment calmer le garçon qui pleure sans cesse. Lorsque la princesse essaie de dire quelque chose au garçon, celui-ci commence seulement à verser encore plus de larmes. Les larmes du garçon coulent sans s'arrêter, Ella commence à paniquer, ne comprenant pas quoi faire. À un moment donné, la jeune fille a accepté son impuissance à côté de l'enfant, sentant qu'elle allait aussi pleurer. Au bout de 10 minutes, l'enfant se calme enfin et s'excuse pour son comportement. L'actrice tourne la tête vers l'enfant et précise s'il a définitivement fini de pleurer. L'enfant est gêné, soit à cause de son comportement, soit à cause de la beauté de la fille. Ella se lève et dit au garçon, puisqu'il s'est calmé, elle ira, le blond la remercie. Cependant, la main du garçon tire le bas de la chemise de la princesse, lui demandant d'arrêter. Ella se retourne avec surprise et regarde l'enfant. Comme un chiot, demande à la fille de rester encore un peu avec lui, car elle ressemble à sa sœur. La princesse accepte de rester, mais à condition que le blond arrête de pleurer. Les personnages sont assis les uns à côté des autres sur le sol dans un silence complet, une légère maladresse se fait sentir. Ella envisage de retourner à l'endroit d'où ils ont fui, puisque le garçon travaille dans la cuisine. La blonde interrompt le fil des pensées de la princesse et lui demande si elle est ici une servante. L'enfant prétend qu'elle est bien une servante, puisque tout lui a été enlevé, tout comme lui, mais il rassure Ella, car bientôt tout sera fini. L'actrice clarifie avec le garçon ce qu'elle veut dire, il dit que nous parlons de la famille royale, qui est cruelle envers le peuple. Le garçon sourit méchamment, disant que bientôt la famille royale va enfin disparaître. La princesse se sent mal à l'aise à l'idée qu'elle pourrait bientôt devenir un cadavre. Dans son cœur, elle veut soutirer des informations au garçon. La servante arrive pour désamorcer la situation, elle invite son Altesse à dîner avec le roi. Lorsque le garçon entendit les serviteurs nommer la fille, il réalisa que pendant tout ce temps, il communiquait de manière informelle avec la princesse Ella. Blonde bégaye alors qu'il prononce le titre d'Ella,
elle se rend compte que son secret a été révélé. La princesse tente de rassurer le jeune cuisinier en lui disant qu'une erreur s'est produite et lui tend la main. Le garçon est très en colère et jette donc sa main loin de lui. L'enfant crie après Ella et lui reproche tout, souhaitant la mort de la famille royale. Ella essaie de calmer le garçon et de l'arrêter, mais il ne l'écoute pas et s'enfuit. La servante précipite la princesse vers le roi, remarquant qu'elle se promène uniquement en chemise de nuit. L'action se déroule dans la salle à manger, où toute la famille royale est réunie. Le prince aîné Mo Tyler remarque qu'en plus de la famille royale, un sage est présent au dîner. Le sage répond qu'il est présent ici à l'invitation de Sa Majesté et que c'est un honneur pour lui de s'asseoir à la même table avec lui. La princesse Ella arrive dans le hall, souriante, elle s'excuse auprès de son père pour son retard. Sa Majesté accepte les excuses et invite la princesse à se mettre rapidement à table. Ella lève son regard concentré et regarde son père. La jeune fille se souvient que le roi Hiram Adalante chouchoute toujours beaucoup sa princesse et qu'il a également 4 fils. Ella regarde son père puis l'invité. L'héroïne voit un homme assis dans une tenue élégante et avec un masque qui cache la moitié de son visage. Le frère aîné demande à Ella si elle est aussi surprise que lui qu'un sage ait décidé d'assister à leur dîner de famille. Au même instant, la princesse se souvient que c'est le sage Saval qui a dirigé les rebelles et a décidé d'exécuter Ella en la pendant. L'héroïne est horrifiée par les pensées d'exécution et décide une fois de plus qu'elle doit survivre. Ella regarde avec inquiétude l'homme assis à table avec un sourire prédateur. Tyler essaie de sortir la fille de ses pensées en agitant sa main devant elle. Cependant, la princesse ne peut quitter le sage Val des yeux. L'homme se lève brusquement de table. Face à de telles actions d'un homme, l'héroïne adopte une position défensive et se tourne vers Val, lui demandant à haute voix ce qu'il fait. Tyler se met en colère contre sa sœur et lui dit avec colère que la princesse ne peut pas se comporter comme ça. Le sage rit joyeusement en disant que la princesse, apparemment, n'est pas contente de lui. Ella frémit et commence à nier les paroles de l'homme. Le sage se dirige rapidement vers l'héroïne, ce qui lui fait très peur. L'homme prend son Altesse par le menton et la tire doucement vers lui. Le roi appelle le sage par son nom et lui demande de ne pas prendre trop au sérieux les propos de la jeune fille. Saval semble l'envelopper, lui et la princesse, de son aura prédatrice, rendant la jeune fille impuissante. Le sage se tourne légèrement vers Sa Majesté et lui dit de ne pas s'en inquiéter. D'une aura si lourde, la sueur apparaît sur le visage du roi et ses yeux s'écarquillent de peur. Cependant, l'instant d'après, la peur cède la place à l'humilité et Hiram Adalante détourne le regard. Le premier prince est en colère contre le comportement du sage, le troisième se contente de rire, le second tremble de peur, mais le quatrième ne réagit pas du tout. Tombante, accepte que Val parle avec la princesse. Le sage se tourne vers Ella et lui demande si les rumeurs sont vraies. L'homme serre trop les joues de la jeune fille pour qu'elle se mette à parler en balbutiant et lui demande de quelle rumeur elle parle. L'homme réduit la distance entre les héros et dit que nous parlons de la princesse qui tombe amoureuse de lui. Sans hésiter, la jeune fille donne une forte gifle à l'homme. Ella a frappé le sage si fort qu'il a même saigné. Il y avait un silence de mort dans la salle. Tous les frères étaient tendus en prévision de ce qui allait se passer ensuite, même les plus jeunes arrêtaient de lire le livre. Val sourit à l'action de la princesse et essuie le sang de ses lèvres. L'héroïne regarde l'homme avec mépris, prononce son nom de manière caustique et exige qu'il parte, sinon le royaume déclarera la guerre à Adalam. Concentré, regardant la princesse, il voit comment elle s'est rapidement transformée d'un agneau effrayé en une fière lionne. Souriant sournoisement, le sage expire et lèche le sang de sa lèvre inférieure avec sa langue. Saval s'incline gracieusement devant Ella, mais essaie en même temps de l'intimider en l'enveloppant dans son aura de serpent. Les yeux de l'homme se transforment en yeux d'un prédateur fou prêt à attaquer sa proie à tout moment. Le sage se penche vers la jeune fille et lui indique le ton qu'elle ne doit pas utiliser envers lui. Ignorant les paroles de Val, l'héroïne s'avance silencieusement, laissant l'homme derrière elle. Le sage sort de la salle à manger en criant que puisque la princesse ne veut pas le voir, le roi pousse un soupir de soulagement après le départ de sa veille. Hiram prononce le nom de sa fille, voulant discuter de ce qui s'est passé, mais elle l'interrompt. La princesse regarde le roi comme un enfant, disant qu'il a encore oublié de demander de retirer le poivron vert de la nourriture. L'homme reste sans voix devant la rapidité avec laquelle sa fille s'est transformée. Tyler se moque de Sa Majesté, disant qu'il est étonné que le roi ait le courage de diriger le pays. Le troisième frère, Caliam, rétorque au frère aîné qu'il est en compétition avec la femme pour la bénédiction du roi et les frères commencent à se disputer. Le roi est agacé par les querelles des frères et exige qu'ils arrêtent, affirmant qu'Ella est jeune et devrait être prise en charge par sa famille. Ella arrête Sa Majesté en frappant la table avec sa main. La fille dit à son père qu'elle a fini et qu'elle va partir, mais il s'inquiète car elle n'a rien mangé. Lorsque l'héroïne part, le roi gronde les frères pour s'être disputés à table et dit que comme Ella n'a pas mangé, cela pourrait affecter sa santé. S'éloignant de la salle à manger,
l'héroïne s'effondre par terre, les larmes lui sortent des yeux, elle a peur. Sur le chemin de sa chambre, Ella avait constamment la tête qui tournait à cause du stress qu'elle avait vécu. En approchant du lit, le corps de l'actrice bougeait à peine et avait constamment l'intention de tomber. Finalement, la jeune fille tombe sur le lit, enfouissant son visage dans l'oreiller et dit qu'elle avait très peur de l'homme au masque. Ella se souvient de ce qu'elle a ressenti devant le sage, il lui semblait qu'elle était une souris prise dans la souricière d'une bête. La jeune fille ouvre les yeux après avoir pensé à sa veille, maintenant inquiète qu'il soupçonne quelque chose. Après les terribles souvenirs, l'héroïne a une image en tête lorsque le sage s'est approché très près de son visage. La princesse se frappe sur la joue, la forçant à reprendre ses esprits après de telles pensées. Puis Ella se convainc que puisqu'il vient d'un passé lointain, il ne peut pas connaître les mouvements et que ce n'était qu'une provocation. Allongée dans son lit, la jeune fille pense à ce qui s'est passé, à son père, à ses frères et si la prochaine fois elle pourra tromper le sage. Agitant ses bras et ses jambes, Ella est fâchée qu'il y ait trop peu de descriptions de la famille royale dans le livre. L'héroïne sort du lit, usant de sa souplesse et de sa grâce. La princesse décide de laisser tout suivre son cours, mais elle ne peut pas savoir avec certitude si elle survivra ou non et va inspecter tout le palais. Pleine de force et d'énergie à nouveau, Ella part explorer le palais. La porte de la cuisine s'ouvre légèrement et quelqu'un entre. L'étranger s'approche des produits à partir desquels les plats sont préparés pour la famille royale et les asperge d'une sorte de poison. En entendant une voix l'avertissant de ne pas faire cela, le coupable laisse tomber le sac de poison. L'intrus s'avère être le même garçon que le cuisinier voulait battre, ses yeux ambrés regardent avec crainte le nouveau venu. Ella se tient sur le pas de la porte et regarde l'enfant en disant qu'elle sait qu'il est une bonne personne et que le rôle d'un criminel ne lui convient pas. Le garçon ne fait que s'énerver face aux paroles de la princesse et dit qu'il veut empoisonner la famille royale, car sa place est en enfer. Ella arrête le jeune cuisinier et lui dit que s'il faisait cela souvent, il saurait qu'il doit ajouter du poison à la nourriture préparée. Le garçon repousse l'héroïne en disant qu'elle se moque de lui. La princesse l'arrête et lui demande de lui dire quel mal elle lui a fait et elle tentera ensuite de prouver qu'elle a changé. L'enfant la regarde d'un air arrogant, lui disant qu'un roturier n'ose pas parler à la noblesse. Ella arrête à nouveau le garçon, mais cette fois elle lui couvre la bouche avec les deux mains. La princesse sourit amicalement au jeune homme et mentionne sa sœur, comme elle avait précédemment parlé de leur similitude. L'image de sa sœur surgit instantanément dans la tête du garçon. Les larmes jaillissent des yeux du jeune cuisinier en pensant à Liliana. Le corps du garçon s'affaiblit, la force de ses mains disparut, Ella ne le tenait plus. Les jambes du jeune homme s'affaiblissent et il tombe sur le sol dur avec un grand bruit. Les yeux du garçon se remplissent rapidement de larmes et il s'excuse silencieusement auprès de sa sœur pour le fait que personne n'a pu la sauver. Dans le passé, le commandant de la garde royale est venu chez le garçon, exigeant que son père paie des impôts au nom de la princesse. En ce jour fatidique, la mère a fait de son mieux pour protéger son enfant en le serrant contre sa poitrine. Cependant, le garçon se souvenait encore clairement de la façon dont Pilyr avait frappé la mâchoire de son père avec son genou, ordonnant au garde de faire de son fils un esclave. Le gardien attrape l'enfant et l'entraîne hors de la maison, le garçon tend la main vers l'avant, dans l'espoir que ses parents le sauveront. Les bras de l'homme blond étaient écartés et attachés avec des ceintures, sa tête était également fixée et un seau chauffé au rouge s'élevait au-dessus de l'enfant. Serrant le morceau de bois entre ses dents, le futur esclave hurla d'une douleur extrême. Le jeune chef relève les cheveux à l'arrière de sa tête pour montrer sa cicatrice. Le garçon dit qu'à cause d'elle, il a été marqué et fait esclave, et que la même chose attend sa famille à l'avenir. Le jeune homme regarde Ella avec toute la douleur, la haine et le ressentiment qui se sont accumulés pendant tout ce temps. La marque en forme de reptile marin est le signe des esclaves d'Adalante. Les esclaves sont la propriété légale de leur propriétaire, et celui-ci peut en faire ce qu'il veut. La princesse s'approche du blond en tendant la main vers sa cicatrice. Voyant que le garçon a peur mais ne s'éloigne pas, la jeune fille décide de toucher la marque du bout des doigts. Les yeux ambrés regardent l'héroïne avec crainte et méfiance. Ella pense qu'un enfant innocent est devenu esclave contre sa volonté et elle demande tristement s'il souffre. L'héroïne se rend instantanément compte qu'elle a dit quelque chose de stupide, bien sûr, il souffrait beaucoup. Serrant les dents, lui fait bouillir la tête. La princesse s'excuse et dit qu'elle sait qu'elle ne peut pas obtenir le pardon. Avec un regard inquiet, la jeune fille regarde l'arrière de la tête du garçon et lui demande de lui donner une chance d'expier. Les cheveux du jeune homme recouvrent ses yeux d'où coulent des larmes amères. Sans attendre la réponse du garçon, Ella le soulève comme une chatte soulève ses chatons par la peau du cou. La princesse dit que même si la blonde lui répond non, elle doit quand même faire quelque chose, et ils quittent la cuisine ensemble. Qui regardait cette photo de côté, sourit en les regardant. L'homme se demande combien de surprises supplémentaires l'héroïne va lui présenter. Sur le chantier de construction du Colisée, un gros maître bat son esclave, exigeant qu'il se lève de terre et continue à travailler.
Sa femme court vers l'esclave et demande au propriétaire d'arrêter de le battre avec le fouet. L'homme dit qu'il vaudrait mieux que l'esclave meure et ne dépense pas l'argent de la princesse pour subvenir à leurs besoins et ordonne à la femme de partir. Cependant, la femme ne quitte pas son mari et le couvre de son dos en attendant le coup. Le fouet n'a pas le temps de frapper la femme, car le bracelet de quelqu'un se coince dans le manche du fouet. Le fouet tombe des mains du propriétaire au sol, le faisant geler sous le choc. Le monsieur se tourne dans la direction d'où vient la décoration, demandant d'un air menaçant qui en a marre de vivre dans ce monde. En fronçant les sourcils, la princesse dit qu'on dirait que l'homme n'apprécie pas la vie s'il lui parle comme ça. La jeune cuisinière court vers la femme qui a récemment défendu son mari, en appelant sa mère, et elle l'appelle par son nom, Jacques. Jacques, les larmes aux yeux, dit à sa mère de ne plus s'inquiéter, car ils ont désormais une chance de survivre. La mère et le fils regardent avec espoir la princesse devant laquelle le maître d'esclaves est agenouillé. L'héroïne gronde l'homme, disant que depuis qu'il lui a parlé avec tant d'audace, il est prêt à en accepter les conséquences. Un homme, à genoux, se frappe la tête contre le sol, implorant grâce. La jeune fille rit en voyant son comportement pathétique. La princesse détourne le regard et remarque les esclaves qui la regardent avec curiosité. Ella remarque que tous les esclaves sont si maigres que leurs os sont visibles. Les poings de la princesse se serrent fermement devant un tel spectacle. Réalisant qu'il fait ressembler les gens à ça, l'héroïne frappe l'homme à la tête avec son talon. Ella remarque une épée à côté d'elle. En le retirant, la jeune fille pointe la pointe vers le propriétaire des esclaves, disant que pour sa cruauté, il doit être exécuté au moins 100 fois. Ella balance son épée. De telles actions de la princesse font très peur à l'homme, ce qui fait que son visage se couvre de gouttes de sueur. Un ruisseau coulant sur le sol apparaît entre les jambes de l'homme. Cependant, Ella ne voulait pas couper le maître des esclaves en morceaux, elle balança sa main pour couper la chaîne de la femme. Mais la chaîne ne s'est pas cassée, le tranchant de l'épée s'est avéré pas assez tranchant pour cela. Après une tentative infructueuse, son Altesse jette l'épée, affirmant qu'elle ne vaut pas plus que son propriétaire. Dans son cœur, la princesse rit de maladresse, car dans les films, cela semblait plus facile à faire, et elle ne pensait pas que son bras lui ferait autant mal. Tenant sa main douloureuse, Ella ordonne aux gardes de retirer les chaînes des esclaves. La mère de Jacques regarde le garde avec espoir et lui demande s'ils peuvent partir maintenant, mais le gars n'ose pas répondre. Ensuite, l'héroïne dit de manière décisive que les esclaves sont libres et peuvent désormais rentrer chez eux et vivre heureux. Le garçon regarde la princesse avec incrédulité après ces paroles sur leur liberté. Jacques tombe à genoux, tout comme sa mère, qui s'incline devant la fille pour leur libération. La femme saisit les mains de son fils et lui dit qu'ils peuvent maintenant rentrer chez eux, mais il ne peut toujours pas s'éloigner des paroles de son Altesse. La princesse sourit de contentement, alors qu'elle voit enfin une image heureuse. Cependant, lorsque la jeune fille se retourne, elle aperçoit les regards prédateurs des esclaves dirigés vers elle. Dans l'espoir d'être libérée, la jeune fille aux cheveux violets clairs tombe devant l'héroïne en lui disant qu'elle fera tout pour elle. Les esclaves tombent simultanément à genoux dans une profonde révérence, suppliant la princesse de retirer également leurs chaînes. Ella regarde avec pitié tous les esclaves qui veulent désespérément obtenir la liberté. La jeune fille se souvient de la façon dont elle admirait la grandeur des bâtiments anciens, mais en fait derrière eux, il n'y a que la souffrance des gens. L'actrice veut vraiment leur dire qu'ils sont tous libres, mais elle ne peut pas, car elle comprend qu'ils n'ont nulle part où aller. La princesse comprend que si elle leur donne la terre, les nobles la reprendront de force. Ella est en colère parce qu'elle ne sait pas quelle est la bonne chose à faire dans cette situation. Cependant, la jeune fille se retourne et se rend compte qu'elle est dans le Colisée et une solution au problème lui vient. L'héroïne s'approche d'une fille aux cheveux violets et lui demande si elle sait danser. Elle répond positivement. Ella sourit joyeusement car elle comprend qu'elle pourra alors mettre en œuvre l'idée. Dans le bureau de Sa Majesté, le frère aîné d'Ella fait comprendre au roi que les actions de sa sœur sont une honte pour leur famille. Le père est en colère contre les paroles de son fils et il dit que puisque sa fille a fait cela, cela signifie que c'était nécessaire. Tyler s'assoit sur le canapé, déçu et en colère. Au bout d'une seconde, un sourire narquois apparaît sur son visage. Le plus jeune frère, Terence, le remarque, mais décide de ne pas intervenir et continue de lire le livre. Alan est allongé insouciant sur l'herbe du jardin avec un livre sur le visage, à côté de lui un serviteur, à genoux, rapporte des nouvelles de la princesse Ella. Apprenant la nouvelle qu'Ella va faire un théâtre au lieu du Colisée, l'homme range le livre. Avec les serviteurs, l'héroïne retourne chez les esclaves. Les gens saluent Ella en silence, figés par anticipation. Jacques se rend chez son Altesse et dit que, comme elle l'a demandé, il a rassemblé tous les esclaves, mais demande pourquoi elle en a besoin. Au lieu de répondre, la jeune fille frappe dans ses mains, appelant les domestiques. Les serviteurs remettent aux esclaves des plateaux de tissu et un coffre. L'héroïne confie à ces personnes la reconstruction de ce lieu et dit qu'elle place de grands espoirs en eux.
La famille de Jacques et lui-même s'exclament de surprise. La jeune fille répartit les tâches entre le mari et la femme afin qu'ils puissent surveiller le travail des hommes et des femmes. Ella sourit et réfléchit quelques secondes à qui nommer manager. La princesse s'approche de Jacques, lui pose les mains sur les épaules et lui confie la direction du théâtre. En se réveillant après les paroles de l'héroïne, le jeune homme commence à agiter les bras en disant qu'il ne sait rien faire et qu'il ne pourra donc pas diriger. Ella pose son index sur ses lèvres, le faisant taire. L'héroïne le regarde avec inquiétude, lui demandant s'il veut continuer à souffrir de travaux forcés. Le garçon se retire, faisant un pas en arrière, après les paroles de la princesse. La jeune fille jette un regard sérieux et dit à Jacques que dans cette vie, lui seul peut s'en sortir. Le garçon a un souvenir du jour où il a été séparé de sa famille. Il ne veut plus souffrir et pour cela il doit être fort. En larmes mais rempli de confiance, Jacques crie qu'il deviendra plus fort. Ella est étonnée de la réponse audacieuse du jeune homme, félicite le garçon et lui caresse la tête. La princesse applaudit et demande un moment d'attention. L'héroïne annonce que désormais les gens ne sont plus des esclaves, que le théâtre est leur salut et que plus il aura de succès, plus ils seront payés. La princesse dit qu'ils peuvent rester et participer à la création du théâtre, et s'ils ne le souhaitent pas, ils sont libres. Quand tout le monde est parti, Ella sourit joyeusement, et pendant ce temps, Jacques réfléchit qu'il a presque tué leur sauveur. Le garçon serre les poings, il sent qu'il veut remercier et protéger la princesse pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Le jeune homme crie à la jeune fille qu'il ne la décevra pas. Les hommes libérés travaillent dur pour créer une scène pour les pièces de théâtre. Les femmes, à leur tour, cousent les costumes des acteurs. Faye, une fille aux cheveux violets, se voit confier par la princesse la formation des danseuses. Le lendemain, Jacques court vers Ella et lui dit que les costumes sont prêts. L'héroïne est heureuse que les femmes aient pu accomplir la tâche si rapidement et invite le jeune homme à regarder les costumes ensemble. Des tuyaux métalliques brisent le paysage en éclats. Jacques dit aux intrus d'arrêter de tout détruire. À l'écart, le deuxième fils du marquis, Léon Font, regarde ce qui se passe avec un sourire suffisant. Le père de Jacques tombe à ses pieds, s'accrochant à ses vêtements, et lui demande de s'arrêter et de discuter de tout. Le deuxième héritier du marquis donne un coup de pied au père de Jacques à la poitrine. Le fils court vers l'homme, presse ses jambes contre son ventre, essayant de soulager la douleur causée par la poussée. En colère contre Léon, le garçon prend une pipe par terre et se balance avec colère contre lui. Cependant, Jacques est frappé par derrière par l'un des serviteurs du fils du marquis. Le deuxième serviteur perce la jambe du garçon avec une flèche. Le visage du jeune homme est relevé par le menton, le montrant à Léon, qui le considère comme le favori de la princesse Ella. Jacques s'arrache le visage et crie avec colère au blond qu'il n'a pas le droit d'insulter son Altesse. Pour les paroles du garçon, il reçoit un coup de botte au visage. Léon lève les mains et dit qu'il n'a rien dit de tel, parce qu'Ella a déshonoré sa famille et maintenant tout lui appartient. L'homme tient un poignard doré sous la gorge de l'homme blond et dit qu'il épargnera sa vie s'il insulte la princesse. Jacques dit quelque chose, mais cela ressort de manière floue à cause de sa joue enflée. Pour entendre les paroles du garçon, le deuxième fils s'approche de son visage. L'instant d'après, Jacques crache au visage de Léon. L'homme frappe le visage du jeune homme contre le sol et menace de lui couper la tête pour avoir craché. Le domestique supplie déjà de casser la pipe au-dessus de la tête du garçon. Cependant, les actions du subordonné sont arrêtées par la princesse qui arrive. Elle est vêtue d'une robe orange exquise, mais sans chaussures. La jeune fille s'approche de Jacques, qui est allongé par terre. Voyant l'état du jeune homme, Ella ordonne qu'on lui amène un médecin. Cependant, personne n'ose bouger et exécuter l'ordre de son Altesse. La mère inquiète court vers son enfant, la princesse lui dit d'emmener le garçon et de trouver un médecin. Léon regarde la tenue de l'héroïne et lui demande si le théâtre n'est pas une couverture pour l'obscénité. En entendant cela, Ella se tourne vers l'homme et lui dit de ne pas dévaloriser le travail des autres. La jeune fille dit au fils du marquis qu'il ne sait dépenser que l'argent de ses parents et qu'il n'est bon qu'à manger. Léon est très en colère à cause des paroles d'Ella, disant qu'elle fait seulement semblant d'être gentille et miséricordieuse. L'homme continue d'aggraver la situation et dit que même le roi n'est pas satisfait de ses actions. Le deuxième fils crie aux esclaves que si quelque chose arrive, tout ira bien pour la princesse. En fronçant les sourcils, la princesse dit qu'elle connaît l'opinion du roi. Léon plisse les yeux et est heureux que le troisième prince n'ait pas menti, qu'Ella ait perdu le soutien du roi. Au même moment, le messager du roi apparaît et annonce que dans le pays de la princesse, elle a le pouvoir absolu. L'héroïne regarde triomphalement le fils du marquis et lui dit que même si son père n'est pas content, il reste à ses côtés. L'action se déroule il y a un jour, lorsqu'Ella est venue au bureau de son père pour qu'il signe l'autorisation de mettre en œuvre son idée. Le sage et Tyler entrent dans la pièce. Le roi dit à sa fille de se promener dans le jardin,
car il est actuellement occupé avec des documents. La princesse gonfle les joues aux paroles de son père. La jeune fille arrache le papier des mains de sa majesté. L'héroïne dit que sa question n'est pas moins importante et qu'elle ne partira donc pas tant que le roi ne l'aidera pas. Le frère aîné crie à sa sœur qu'elle distrait son père pour des bagatelles et qu'elle interfère avec son travail. Elle tourne la tête vers son père, cherchant du soutien. Elle voit sa tête penchée et se détourner d'elle. La princesse remet le document sur la table et se souvient que le roi est de nature lâche et égoïste et qu'il ne pourra pas s'opposer à la noblesse. La jeune fille tourne son regard vers le sage. Elle la rappelle que la noblesse d'Adalante est divisée en aristocrates titulaires de titres de mérite et en successeurs de la lignée ancestrale. Ces deux groupes sont comme le feu et l'eau et ne peuvent s'entendre. La jeune fille décide de tricher et tourne son attention vers le sage, disant à son père de l'interroger sur son sérieux. Saval lève un sourcil de surprise. Ella affiche un sourire nerveux et son corps continue de trembler. Le roi jette un regard surpris au sage, lui demandant s'il connaissait les projets de la princesse. Val demande à la princesse s'il doit être au courant de ses projets. L'héroïne dit avec enthousiasme que puisque le sage prône toujours la prospérité du pays, ils sont dans le même bateau. En regardant son père, elle a dit que le théâtre résoudra le problème des soulèvements populaires, car ils auront de quoi s'occuper. Le regard confiant, elle demande ce que le sage pense de son idée. Tyler regarde son père et voit qu'il a réellement réfléchi aux paroles de sa sœur. Fronçant les sourcils, le premier prince crie à Ella de ne pas induire le roi en erreur. Cependant, Tyler est interrompu par le sage, qui dit que les paroles de la princesse ont un sens. Les paroles de sa veille font crier de surprise le roi et le prince. Ella regarde le sage avec incrédulité, heureuse qu'il ait accepté. L'homme s'assoit sur le canapé et dit qu'avec la méthode du bâton, il faut donner la carotte. Val dit qu'avec la bonne décision, le roi commencera à être davantage valorisé et c'est une méthode beaucoup plus efficace que la violence et les menaces. Tyler crie que c'est un mensonge et que les roturiers ne valent pas de tels efforts. La sœur interrompt son frère et lui dit que la tactique du roi est un mensonge, puisque le respect s'obtient en lui payant de l'argent. Sa Majesté met fin aux conflits familiaux. En se frottant l'arête du nez, l'homme accepte le souhait du sage, et approuve donc l'idée de sa fille. Le père dit à son fils qu'il y a encore de la place dans la partie orientale de la ville et qu'il peut donc faire ce qu'il veut. Ne comprenant pas ce qui se dit, la jeune fille tourne son regard vers le sage, craignant qu'il ne soit en colère contre elle, puisqu'il est désormais impliqué dans cette affaire. Cependant, sa veille ne fait que sourire mystérieusement à la princesse. Ella se retourne vers son père et entame une conversation sur son approbation. Le roi arrête doucement l'héroïne en posant sa main sur la sienne et lui dit que sa fille ne lui laisse pas le choix et que le sage se chargera de l'organisation. Rayonnante de bonheur, la princesse remercie son père et lui dit qu'elle va courir se préparer. Quand Ella passe devant sa veille, il lui dit à peine audible qu'elle lui doit désormais. Sans répondre au sage, la jeune fille s'en va. Debout dans le Colisée, la jeune fille pense que si l'homme veut se venger, les soldats viendront à elle. Léon dit que les gens que le troisième prince a envoyés ici il y a 2 jours ne l'ont pas prévenu du décret du roi. Ella regarde l'homme avec surprise à cause de ses paroles à propos de Liam. Un messager s'approche du deuxième fils du marquis et lui demande de le suivre, car il a illégalement causé des problèmes à la princesse. Léon est nerveux et dit qu'il a agi au nom du troisième prince, puisqu'il a promis de le faire duc après le couronnement. L'homme du roi fait taire le fils du marquis en lui mettant un mouchoir dans la bouche. L'homme commence à énumérer les crimes de Léon Fonda et ordonne qu'il soit jugé. Ayant terminé son travail, le messager annonce qu'il parte. La princesse regarde avec joie et gratitude les hommes du roi partir. Faya saute joyeusement sur la fille en disant que c'est tout simplement une merveilleuse nouvelle. Tout le monde commence à se réjouir et à féliciter la princesse Ella. L'héroïne se tourne vers les gens et dit qu'ils peuvent désormais continuer à travailler l'esprit tranquille. Il reste 15 jours avant l'ouverture du théâtre. Une servante inquiète court vers la princesse et lui dit que la poutre à laquelle pend la corde est pliée au milieu. Ella précise s'ils ont installé des supports auxiliaires. La servante répond par l'affirmative, mais la princesse comprend que l'affaire relève des lois de la physique. Lorsqu'il reste 10 jours, l'héroïne examine les costumes finis des acteurs, mais ses mains commencent à trembler à leur vue. L'une des couturières dit qu'elle a décidé d'économiser un peu sur le matériel, puisque c'est l'argent de la princesse. Ella est horrifiée à la vue de la partie inférieure de l'ours, qui aurait dû être volumineuse. Il reste 8 jours avant l'ouverture, et l'héroïne remarque que beaucoup de filles sont gênées d'enfiler des robes, restant en chemise. Cependant, la princesse ne permet pas qu'il soit abandonné et la jette. Alors qu'il ne reste que 3 jours, elle voit enfin Jacques marcher vers elle avec des tracts à la main. Ella a vu beaucoup de choses étranges pendant les jours de préparation, alors elle pense qu'elle ne sera pas surprise si elle voit des cotopes sur les draps. Cependant, ses craintes ne se confirment pas et elle regarde le jeune homme avec joie. Il reste 4 heures avant l'ouverture,
des tracts annonçant l'ouverture du théâtre tombent du ciel dans les rues de la ville. Un acteur en costume d'ours invite tout le monde à la première représentation. Les billets pour le spectacle étant très bon marché, de nombreux enfants décident d'y aller. L'espion du frère aîné d'Ella surveille la foule au coin de la rue et dit qu'il fera tout pour que personne n'assiste au spectacle. Cependant, quelqu'un tapote l'espion sur l'épaule, le forçant à se retourner. La seconde suivante, l'homme est allongé sur le sol. Le commandant du détachement chevaleresque tend la main gauche, avec laquelle il vient d'éliminer un criminel et ordonne de l'emmener pour interrogatoire. Le commandant, le caporal Lars, informe ses chevaliers que son quart de travail touche à sa fin et leur dit de continuer à patrouiller dans les rues sans lui. Un chevalier aux cheveux blonds demande l'avis de l'autre sur la raison de l'intérêt du commandant pour le théâtre. Ella arborait un sourire serré et maladroit. La jeune fille est assise devant le sage, qui a décidé de regarder la princesse. L'héroïne pense que Val a décidé de lui rendre l'appareil. Le silence plane entre les deux. L'homme se lève de sa chaise et s'approche de la princesse, la surplombant. Ella grimace devant le regard et le sourire satisfait du sage. Sa veille demande à la princesse si c'est elle qui a appelé l'homme. La jeune fille précise si elle a bien entendu que c'est sur son invitation qu'il était ici. Et puis la jeune fille se rend compte que son ami Alan se tient devant elle. Ella parcourait des documents pour comprendre ce qui manquait pour l'ouverture du théâtre demain. Une servante vient voir la princesse et l'informe que le premier acte, composé de 10 personnes, est prêt à divertir le public. Après les paroles de la servante, son Altesse quitte précipitamment la pièce. La servante n'arrive pas à suivre la fille du roi et lui crie qu'elle n'a même pas changé de vêtements. Elle accourt dans le jardin, très essoufflée, et dit à quelqu'un qu'il est vraiment venu. Alan est assis détendu près d'un arbre et, voyant la dame, se réjouit de son arrivée. N'écoutant pas les avances de l'homme, la jeune fille s'approche de son visage et lui demande s'il connaît le théâtre. Assis à l'écart de l'héroïne, il dit avoir un peu entendu parler de sa découverte. Ella lui dit joyeusement qu'elle l'invitait au spectacle et lui demande d'amener un de ses amis. En soupirant, l'homme aux cheveux cendrés demande pourquoi elle l'invitait. La princesse répond que c'est parce qu'elle n'a plus d'amis à part Alan et qu'elle a besoin de quelqu'un qui s'occupera des voyous. Alan rit maladroitement et dit qu'il ne semble pas avoir le choix. La jeune fille demande joyeusement si l'homme accepte d'aller au théâtre. Celui aux cheveux cendrés s'incline poliment devant la princesse et dit qu'il ne peut pas refuser, seulement que son ami n'est pas tout à fait ordinaire. Ella attrape la main de l'homme et lui dit que cela ne la dérange pas car elle a besoin de beaucoup de spectateurs à l'ouverture. L'héroïne ne quitte pas Alan des yeux, mais ne prononce pas un mot. Alan demande à son Altesse s'il n'est vraiment pas digne d'être son garde du corps. Une luxueuse calèche arrive sur le tapis rouge. Jacques, vêtu d'un costume noir, s'incline respectueusement devant les invités qui arrivent. Les invités se révèlent être le sage et tous les frères de la princesse, à l'exception du premier prince. Les espions du frère aîné d'Ella, perdus dans la foule, disent que Thaler doit être informé de l'arrivée des princes et du sage. Les premiers invités d'honneur du théâtre commencent à prendre place. Le baron au titre acheté, Eléo, remarque que les esclaves ont préparé des chaises en bois ordinaires pour les invités spéciaux. Le troisième fils du roi se tourne vers le sage, lui proposant d'aller à son palais au lieu du spectacle, mais il ignore Liam. Sans attendre aucune réaction, Liam s'assoit à côté de sa Val. Le gars pense à la gloire de la reine, que le soutien du sage est très important maintenant, il doit donc établir une connexion avec lui. Le spectacle commence, les danseurs montent sur scène en exécutant une chorégraphie à la batterie. Le public les regarde avec admiration, sans les quitter des yeux. Le caporal partage ses impressions avec l'envoyé du roi, affirmant que les images de filles habillées de manière identique sont belles. Le prince et le commandant des chevaliers sont surpris de voir comment les acteurs parviennent à se déplacer ainsi. L'une des filles aux cheveux argentés danse gracieusement avec l'instrument de musique pipa. Le sage ne regarde que le danseur au pipa avec son regard prédateur. Quelques heures avant le spectacle, l'homme a demandé à Ella s'il méritait d'être garde du corps, elle a répondu qu'il pouvait simplement venir. Rapprochant son corps de la princesse, il lui dit qu'il devrait se faire confiance. Quand Ella regarda dans les yeux du sage, il n'était pas rempli de ruses de serpent, mais de chaleur. En partant, l'homme a déclaré que l'héroïne avait encore une dette. Alan sourit au souvenir de cette rencontre. À côté du sage, le troisième prince dit que la fille aux cheveux argentés sera à lui. Cependant, l'homme masqué interrompt le prince à voix basse en lui disant que la danseuse sera à lui. Le regard de Liam se concentre sur le visage de la jeune fille, les sourcils froncés. L'instant d'après, le prince saute de son siège et interpelle sa sœur. Ella le regarde avec inquiétude, se demandant pourquoi son frère est venu ici. La princesse commence à se demander si Alan a amené le prince comme ami. Faya appelle l'héroïne et lui rappelle qu'il est temps pour elle de changer de vêtements. La jeune fille commence à craindre de ne pas pouvoir faire face à l'arrivée des soldats. Jacques regarde la princesse avec inquiétude, se demandant ce qui la tracasse, mais l'un des ouvriers l'appelle pour lui dire qu'il le recherche.
Le garçon arrive à l'endroit où quelqu'un le cherchait et regarde autour de lui. Le jeune homme trouve un mot qui traîne par terre. L'envoyé Félix retourne à sa place. Jacques, à son tour, s'en va après avoir lu la note qui dit que tout peut arriver. Ella chante et danse joyeusement sur scène avec le reste des filles. Le troisième prince se tourne vers le sage et lui dit que la chanson n'a aucun sens et précise quand ils quitteront le théâtre. Alan, sans tourner la tête, dit que la représentation n'est pas encore terminée. L'homme regarde attentivement la jeune fille qui chante au centre, se demandant comment elle va faire face à la prochaine menace cette fois. À un moment donné, tout se fige et les yeux d'Ella s'écarquillent de peur. La jeune fille commence à tomber de la scène. La princesse sentit que ce n'était pas ses jambes qui lui faisaient défaut, mais une poussée dans le dos. L'héroïne se retourne pour voir la coupable, elle s'avère être une fille aux cheveux orange d'une danseuse suppléante. Cependant, Ella atterrit avec succès dans des pétales de roses épars. Le silence règne dans la salle. La princesse continue de chanter, malgré le sentiment de colère qu'elle ressent. Les gens dans le public commencent à murmurer que cet automne était écrit dans le scénario et avait l'air spectaculaire. Même le troisième prince croit ses paroles, affirmant que c'était stupide d'inclure quelque chose d'aussi choquant dans le programme. Jacques jette un coup d'œil au coin de la rue, couvert de sueur, inquiet pour son Altesse. Alan regarde quelque part sur le côté, disant qu'il n'est pas encore temps de se détendre. Le haut de la scène commence à se fissurer. En coulisses, Ella s'approche de la rousse pour lui demander où elle va, ce à quoi la jeune fille répond qu'elle ne se sent pas bien. Souriant gentiment, la princesse lui dit de revenir vite, car sans elle il ne sera pas possible de continuer le spectacle. La jeune fille s'incline devant elle et expire, se réjouissant que son Altesse ne l'ait pas remarqué. L'héroïne l'arrête en lui demandant si elle aime les bijoux et lui dit qu'elle peut prendre n'importe quoi dans le trésor de son père pour son travail. La jeune fille excitée demande joyeusement si elle peut prendre le collier de pierres précieuses. La princesse est d'accord et demande à quoi cela ressemble, la rousse le décrit en détail. Le regard de l'héroïne devient sérieux, et elle demande directement pourquoi elle a besoin de ce collier. La danseuse commence à s'excuser et dit que ce collier lui appartient. Ella ne la croit pas et demande comment ce collier a pu appartenir à un ancien esclave. La rousse répond nerveusement qu'elle l'a trouvé, la princesse se rend compte qu'elle ne le lui dit pas. Le personnage principal ordonne aux employés de capturer et d'enfermer le criminel. L'ancienne esclave se moque d'elle en disant qu'elle ne pourra pas l'enfermer. Cependant, l'héroïne lui répond avec le même regard et lui demande si elle pense vraiment qu'elle va acheter sa provocation. Jacques s'approche d'eux et raconte à la rousse que la princesse s'est préparée à l'avance car elle savait combien d'ennemis elle s'était fait. Le jeune homme dit que son Altesse a prédit il y a longtemps que quelque chose pourrait arriver aux accessoires. Après l'incident, le traître est emmené et les filles terminent le spectacle. Ella entre dans la pièce et voit qu'ils l'attendent. Le sage appelle la jeune fille sa princesse alors qu'il est élégamment assis sur une chaise. Le personnage principal entre rapidement dans la pièce et ferme la porte. L'homme soupire et dit que, apparemment, la princesse avait depuis longtemps deviné sa venue. La princesse fait la révérence et dit d'un ton officiel qu'elle est reconnaissante de l'aide du sage. L'homme masqué n'aime pas les agissements d'Ella, il dit que son Altesse peut laisser les formalités. Alan attrape les mains de la jeune fille et l'attire vers lui. Le sage dit qu'il peut accepter un dîner commun en guise de gratitude. Ella est embarrassée et en colère face aux actions du héros. La jeune fille regarde dans les yeux de l'homme, et il lui semble familier. Alan rapproche la princesse de lui et lui demande ce qu'elle veut. Le personnage principal devient trop gêné et s'éloigne rapidement de l'homme. L'homme se lève aussi, en passant, murmure à l'oreille d'Ella qu'ils se retrouveront le soir. Le sage se tient compte devant la porte et écoute les malédictions de la princesse. Félix raconte à son maître son vilain intérêt pour son Altesse. Alan ne laisse pas Félix finir sa phrase. Marchant derrière le monsieur, le type demande si la princesse viendra ce soir, ce à quoi il répond par l'affirmative. En entendant comment la princesse gronde encore le sage, le serviteur commence à en douter. Quelqu'un commence à frapper à la porte alors que la princesse tente de s'éloigner de sa rencontre avec le serpent. Jacques commence à frapper plus fort à la porte et dit que le théâtre est en feu. Ces mots sortaient là de ses pensées. L'héroïne regarde la scène brûlante avec un regard menaçant. Le père de Jacques court vers la fille, lui proposant de laisser l'extinction sur eux, et la l'interrompt en s'enquérant de l'état des installations de lutte contre l'incendie. L'homme dit qu'ils sont en bon état et que le feu va être éteint rapidement. Des douves d'eau sont installées dans le sol du théâtre pour lutter efficacement contre les incendies. Faya s'approche de la princesse avec la fille rousse et lui dit qu'elle voulait profiter de la tourmente et s'échapper. Ella se tourne vers eux et s'adresse au criminel, lui demandant qui l'a envoyé. La jeune fille dit avec zèle que le maître la sauvera bientôt et que le théâtre s'effondrera tôt ou tard. Entendant les paroles sur le maître, demande à la femme rousse si elle parle de Mo Tyler. L'intrus se fige et demande comment son Altesse est au courant. Elle a dit que son frère veut reprendre ses terres, mais le théâtre l'en empêche, elle n'a donc personne d'autre à qui penser. Le soir, la princesse est réunie pour dîner avec le sage,
la servante demande à porter son manteau, car sortir sans lui est considéré comme de mauvaise manière. Le personnage principal se met en colère et dit qu'elle n'ira nulle part. La servante tente de convaincre sa maîtresse, mais celle-ci refuse catégoriquement de l'écouter. Ella part en disant qu'elle a des choses plus importantes à faire dans le jardin. Cependant, quelqu'un attrape sa jupe, l'arrêtant ainsi. La princesse se met en colère contre ce comportement et crie après l'étranger. Une autre servante se retrouve à genoux, la suppliant d'accepter l'invitation du sage. Elle se met à crier de désespoir. Le serviteur se tient derrière le prince et lui dit que le théâtre est fermé pour rénovation et qu'ils doivent également en finir rapidement avec le donjon. Tyler dit au serviteur de l'informer des travaux dans le donjon à leur retour, il réglera le problème. Ella se souvient de deux servantes, Esha et Emily, qui sont également des personnages importants de l'histoire. La princesse, souriant maladroitement, dit à Esha que si elle a quelque chose à dire, qu'elle le dise et ne pleure pas. La jeune fille est soulevée du sol par la servante blonde, Esha dit à la maîtresse de rendre visite à Monsieur l'Archenio. Son Altesse demande à la jeune fille qui il est. Les larmes aux yeux, la servante dit que cet homme merveilleux a sauvé de nombreuses personnes, y compris ses sœurs, des mauvaises personnes. La fille dit qu'elle fera tout pour obtenir son consentement. Ella commence à réfléchir à ses paroles, car la dévotion à une idole est un phénomène courant. La princesse demande ce qui est arrivé à l'Archenio. Après la question de son Altesse, les servantes se regardent maladroitement. Esha commence soigneusement à rappeler à la princesse que c'est elle qui a envoyé l'homme en prison pour avoir insulté la famille royale. Dans ses pensées, Ella se tient la tête, réprimandant l'ancienne propriétaire du corps pour sa cruauté excessive. Souriant paisiblement, la jeune fille dit que comme il est une si bonne personne, il y a eu une sorte de malentendu. Esha dit à la princesse qu'elle ne peut pas attendre, puisque l'arca doit être pendu le jour même. Ella est sous le choc des paroles de la servante, réalisant qu'il sera difficile de sauver l'homme. La figure de la servante Emily apparaît entre les tours du château. La jeune fille, voyant son amie, lui crie pourquoi il lui a fallu si longtemps pour arriver à leur lieu de rendez-vous. Esha sort du coin non pas seule, mais avec son Altesse. Emily élève à nouveau la voix, demandant à la servante ce que la princesse fait ici. Esha dit qu'elle l'a amenée. La servante commence à accuser l'héroïne du fait que c'est à cause d'elle que le défenseur d'Adalante est sur le point de mourir. La princesse commence à se souvenir de quelque chose après avoir entendu la servante appeler l'homme. Le livre dit que l'une des options pour la chute d'Adalante est due au fait que le peuple a perdu son protecteur. La jeune fille comprend qu'elle doit libérer l'Archenio maintenant afin d'éviter sa mort. Elle la rappelle aux servantes de se dépêcher si elles veulent toujours libérer l'homme. Tremblante de colère, Emily décide néanmoins d'emmener la maîtresse chez le prisonnier et lui dit de la suivre. La princesse passe devant les prisonniers, se demandant comment ils peuvent vivre dans ces terribles conditions. Esha court jusqu'au portable de Monsieur l'Arc et l'appelle. L'Archenio est un ancien général royal d'Adalante. Ella regarde l'état de l'homme et suppose qu'il a été torturé. La servante dit à l'Arc qu'elle a demandé à la princesse d'avoir pitié de lui. Le regard haineux de l'homme se tourne vers son Altesse. Sentir à quel point le prisonnier méprise la jeune fille la fait frissonner. Fermant les yeux, l'Arc rit et dit qu'il n'a pas besoin de la pitié de la princesse pour qu'elle puisse partir. Ella répond avec agacement qu'elle aide du fond du cœur, ce à quoi l'homme lui rappelle qu'il est ici à cause de la lâcheté d'un de ses subordonnés. Dans ses pensées, la jeune fille est à nouveau en colère contre la princesse à cause de l'emprisonnement de l'ancien général royal. Les servantes tournent la tête vers la princesse et la regardent avec haine. Ella demande à haute voix à l'homme d'arrêter d'être pauvre et lui dit de partir rapidement d'ici avec eux. Le frère aîné et son serviteur arrivent. La princesse regarde le prince avec irritation et se dit que depuis qu'il est venu ici en personne, l'affaire devient plus compliquée. Il commence à emmener l'Arc, mais la jeune fille l'arrête en disant que c'est elle qui a emprisonné l'homme et qu'elle est responsable de sa vie. Le frère regarde sa sœur d'un air moqueur et lui dit que maintenant elle a décidé de libérer celui qui a été condamné à mort. Tyler se rapproche de la princesse et dit qu'un tel comportement n'est pas son style. Ella détourne le regard et se rend compte qu'elle a vraiment quitté son personnage. Mais se rendant compte qu'elle est toujours dans le corps de la princesse et rétorque au prince que cela ne le concerne pas, exigeant que son homme s'éloigne. Tyler essaie de faire pression sur Ella avec son regard menaçant. Le frère aîné dit à sa sœur de continuer à travailler sur son théâtre, la servante lui tend un parchemin. L'homme le déplie et lit que par décret du roi, l'Archenio est condamné aujourd'hui à la pendaison. Son Altesse regarde avec haine Tyler, qui ordonne l'enlèvement du criminel. Finalement, la princesse se tourne vers le prisonnier et lui dit à peine audible d'attendre. L'Arc le remarque et parvient à lire les mots de la jeune fille sur ses lèvres. Ella décide quand même de vérifier ce qui est écrit dans le décret, mais son frère le soulève au-dessus de sa tête pour que sa sœur ne comprenne pas.
En agitant le papier, le frère s'en va en disant que tout cela était grâce à elle. La princesse se demande pourquoi son frère a dit ça. Ella suppose qu'une faction de l'aristocratie était derrière tout à l'origine, et l'arc rend compte directement au roi et le protège. Cependant, avec autant d'informations, sa tête commence à bouillir. Tyler demande à son serviteur de suivre la princesse et de voir si elle est allée rencontrer quelqu'un. À ce moment, l'héroïne demande à Emily de retourner chercher une invitation à dîner, et Aisha la suit. Un homme est assis dans le jardin en train de boire du thé lorsqu'un domestique s'approche de lui et lui dit qu'il a des invités. Une princesse est venue voir le sage pour lui demander de discuter d'une chose. L'homme regarde la jeune fille et voit qu'elle est couverte de sueur. Souriant poliment, l'homme dit qu'il est encore tôt, alors il propose de boire une tasse de thé. Ella demande au sage d'écouter sa proposition et dit qu'elle est prête à donner 30% des recettes du théâtre. Souriant gentiment, l'homme continue de regarder la princesse. Cependant, l'instant d'après, il ne reste plus aucune trace du sourire, alors qu'Alan jette un regard suspicieux aux servantes. Le sage se détourne de la princesse et se dirige vers le canapé. L'homme aux cheveux cendrés est assis dessus, écartant largement les jambes. L'homme ouvre les yeux, regardant la princesse, dit sans émotion qu'il n'est pas intéressé par sa proposition. La princesse commence à convaincre Alan, disant que l'arc Nuo a une bonne réputation et que cela augmentera l'autorité du sage. Mais l'homme se demande pourquoi il en a besoin s'il est déjà assez influent. Alan dit que puisque le prisonnier commet un crime contre la couronne, cela lui sera désavantageux. L'homme commence à partir parce qu'il ne veut pas parler à la princesse de l'autre gars, car elle pourrait se tourner vers le roi. La jeune fille demande depuis quand un roi est-il plus fiable qu'un sage. Réalisant ce que l'héroïne vient de dire, elle ferme la bouche. Le gars sourit aux paroles de la fille. Alan tourne la tête et demande si la princesse le pense vraiment. Ella répond prudemment positivement à l'homme, en pressant ses mains contre sa poitrine. Le sage prend tendrement une mèche de cheveux de la princesse dans ses mains, disant que le prix du salut est assez élevé. Diriguant son regard vers la jeune fille, il lui demande si elle est vraiment prête à payer. Réalisant qu'elle n'a pas le choix, son Altesse sourit vivement, demandant ce que désire le sage. Ella s'approche du visage de l'homme, précisant s'il veut de l'argent ou une personne en particulier. Alan sourit d'un sourire serpentin face à la franchise de la princesse et demande ce qu'elle peut lui offrir. Le personnage principal touche doucement la lèvre inférieure du personnage. Puis la jeune fille retire sa main de la paume du sage. Ella touche doucement la joue d'Alan. Apportant ses doigts au menton de l'homme, son Altesse s'approche de son visage et il écarquilla les yeux de surprise. Alan s'éloigne brusquement de la princesse, effrayé par un contact aussi étroit. La jeune fille rit doucement des actions de l'homme, disant qu'il refuse de l'accepter même lorsqu'elle le propose. Monsieur Sage rit et dit que la princesse a encore dépassé toutes ses attentes. En écartant simplement les bras sur les côtés, elle a dit qu'elle ne devrait pas se laisser prendre 2 fois au même piège. L'homme s'assoit et propose de discuter de ce qu'il peut encore obtenir en retour. Il reste 40 minutes avant l'exécution de l'arc Nuo, il se tient sur l'échafaud, couvert de sang et blessé. L'homme se souvient des paroles de la princesse qui lui demandait d'attendre. Cependant, le regard du criminel s'assombrit et il commence à perdre espoir pour le mieux. Ella fronce les sourcils et dit au sage que beaucoup de gens devinent leur coopération et qu'il l'aide parce qu'il a besoin d'elle. La jeune fille dit que les gens aiment l'arc et que son exécution pourrait donc affecter sa réputation déjà mauvaise. Le sage dit que le statut de princesse lui est utile, mais il cessera de coopérer si elle lui cause constamment des problèmes. Ella lui dit fièrement qu'elle est intelligente et qu'elle a une voix devant le roi. Alan rit de la réaction de l'héroïne, disant que la princesse ne devrait pas être aussi vantarde. La princesse dit qu'elle seule convient au rôle de marionnette, puisque les autres frères n'ont pas la forte autorité de leur père. L'homme masqué sourit aux paroles d'Ella et appelle son serviteur, Félix, pour lui verser le vin. Le sage dit qu'il est blessé par les conversations de l'héroïne et ses grands efforts pour le bien d'un autre homme. S'éclaircissant la gorge, l'homme donne des instructions à Félix. Le serviteur place un document à couverture rouge devant la princesse. Lorsque l'héroïne l'ouvre, elle voit le mot contrat et plusieurs de ses clauses. La jeune fille comprend que le sage l'a encore trompée. Elle tourne son regard vers l'homme au masque satisfait, qui a tout calculé à l'avance, préparant même les documents. La princesse commence à lire le document, il dit qu'elle doit obéir aux ordres du sage, tout faire avec son approbation. Tout en buvant du vin, l'homme souligne que le plus important est sur la dernière ligne. Voyant que la dernière ligne indique qu'elle doit se présenter au premier appel, la jeune fille crie qu'il profite de l'occasion. Alan l'interrompt et lui dit qu'elle peut prendre son temps pour réfléchir à tout, puisque le lieu d'exécution est à 25 minutes. Elle aboie tout le vin jusqu'au fond d'un seul coup et lui dit de lui donner le stylo. Le sage sourit triomphalement à la décision de la princesse. L'héroïne, la voix irritée, dit à Alan de se rendre sur le lieu de l'exécution pendant qu'elle retourne au palais pour retrouver le roi. Le premier prince s'assoit devant l'échafaud et dit que le moment est venu de pendre le criminel.
Un nœud coulant est placé autour du cou de l'homme ensanglanté. Le serviteur est sur le point de tourner le levier de l'autre côté pour pendre l'arc nu, mais quelqu'un leur crie d'arrêter. Une foule de gens à cheval apparaît au coin de la rue. Tyler crie de tirer le levier plus vite. Le serviteur exécute sans poser de questions l'ordre du prince en faisant claquer sa poignée. La corde s'envole, serrant la gorge de l'ancien général royal. Le sage passe précipitamment devant le frère aîné de la princesse. L'homme sort simultanément une épée pour la lancer vers le prisonnier. La lame atteint la cible et l'arc nu tombe violemment au sol. Le cheval ralentit à côté d'un homme dont la vie était en jeu il y a quelques secondes. L'arc regarde le sage avec surprise, ne comprenant pas pourquoi il l'aide. Alan se tourne vers le premier prince en lui disant qu'il le traite sans respect et le juge sans raison. Regardant Mo Tyler avec mépris, il lui demande s'il comprend les problèmes qu'il a maintenant à cause d'un tel comportement. Tyler ouvre la bouche pour répondre aux accusations de l'homme aux cheveux cendrés. Cependant, le sage, peu intéressé par les justifications de l'homme, se détourne de lui. Alan lève la main, en tant qu'empereur, annonce que l'exécution est annulée et que le cas de l'accusé sera réexaminé. Le sage ordonne de reprendre l'homme, mais le premier prince proteste avec indignation et demande à voir l'ordre du roi. Ashaïr crie à l'homme qu'il a oublié sa place. Enveloppant tout autour de son aura serpentine, le sage dit que même l'Église ne peut pas contester sa décision. Alan regarde de travers le criminel, qui est toujours assis par terre, ne réalisant toujours pas qu'il a survécu. Le sage réitère une fois de plus son ordre d'être ramené en prison jusqu'à ce qu'un nouveau verdict soit annoncé. Ella se tient dans le bureau de son père et lui demande pourquoi il ne peut pas lui donner le prisonnier. Le roi lui dit qu'il a déjà publié un décret sur sa pendaison et qu'il n'y a aucune raison de le changer, ce dont Ella s'indigne. Sa Majesté se met en colère et dit qu'Ella est devenue trop capricieuse ces derniers temps, même si elle n'était pas si ennuyeuse avant. L'actrice a les larmes aux yeux, elle dit qu'elle n'a pas fait tout ça pour elle-même. Comme le père ne veut pas aider la princesse, elle décide de s'enfuir du bureau de manière démonstrative. Agitant la main, elle supplie silencieusement le roi de l'arrêter. La supposition de l'héroïne se confirme et son père lui prend la main en lui disant de dire ce qu'elle voulait. La princesse regarde le roi avec des yeux de chiot et dit que l'abolition de l'exécution est spécifiquement nécessaire pour lui. Elle a dit qu'au début, elle a été offensée, alors elle a arrêté l'arc, mais elle a ensuite pensé que la note de son père pourrait baisser. Car il n'est pas bon de revenir sur vos paroles, mais sa fille lui dit que personne ne le pensera. L'homme est d'accord, mais dit que tout doit être vérifié à nouveau pour une décision finale. La jeune fille est très heureuse de la décision de son père, disant qu'elle l'aime beaucoup. L'homme expire innocemment face à la réaction de sa fille qui a quitté le bureau. La princesse court joyeusement vers Esha pour lui faire plaisir en lui annonçant que son idole a été graciée. Au lieu de la joie, seule la peur se reflète sur le visage de la servante, elle dit à l'héroïne que Monsieur Larquenio est torturé. L'homme est dans un lieu mal consacré, attaché les mains en l'air, les serviteurs l'ont brutalement battu. Le criminel a l'air en colère et les incite à le frapper plus fort. Pour les propos de l'ancien général royal, il reçoit un coup de fouet en plein visage. Les serviteurs rient et discutent du fait que la princesse a délibérément prévu une mort plus douloureuse au lieu de la pendaison. Le regard du prisonnier commence à s'assombrir aux paroles des gardes, perdant progressivement espoir. Au même moment, son Altesse entre dans la salle de torture, plongeant tout le monde sous le choc. Le feu de l'espoir se rallume dans les yeux du commandant à la vue de la jeune fille. Un serviteur aux cheveux roux court vers Ella et lui dit qu'ils interrogent un criminel dans le cadre de la loi. L'héroïne les regarde d'un air menaçant, disant qu'elle est leur loi. Désignant l'arc, la princesse dit qu'elle enverra tout le monde à la potence si du sang coule à nouveau du beau corps du commandant. Les paroles de son Altesse mettent le prisonnier mal à l'aise. Ella rougit à ses propres mots et souligne qu'elle parlait de force, pas de beauté, car s'il meurt, qui défendra le royaume? La princesse rapporte que le roi a transféré l'affaire Larquenio sous sa responsabilité, à laquelle le serviteur dit qu'elle est toujours en cours d'examen. L'héroïne se montre du doigt et demande au roux s'il pense que la fille ment. Très en colère, Ella commence à s'approcher de lui, le menaçant de le punir pour calomnie. Cependant, la jeune fille est doucement arrêtée par la main d'un inconnu sur son épaule.